Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. J'y tenais beaucoup. Merci, merci. Je crois que je vais commencer tout seul d'abord. On s'est entendu avec Marie-Joanne. Puis ensuite, elle viendra me rejoindre pour approfondir un peu la question. Nous avons 5074 inscrits, ce qui est énorme et ça me fait énormément plaisir. Oui, c'est magnifique, mais c'est assez c'est toujours assez parlant par rapport à l'enthousiasme des Italiens. Je me souviens que la plus grosse conférence que j'ai faite il y a une trentaine d'années maintenant, je crois que c'était à Rome. Il y avait environ 5000 personnes aussi. Depuis, j'ai pas retrouvé un public aussi nombreux. Voilà, elle a fait la présentation qu'on n'a pas traduit pour gagner du temps. Très bien. Bon, je crois qu'avant toute chose, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet des thérapies elles-mêmes, je crois que je vais faire un rapide historique de ce qui m'a amené, puis de ce qui a amené aussi Marie-Joanne, bien qu'elle en parlera elle-même aussi tout à l'heure, qui m'a amené à m'occuper de tout cela. Très bien. Bon, en ce qui me concerne, il faut remonter en France à peu près il y a 35 ans, en gros. Je venais d'aménager dans le sud-ouest de la France, et puis c'est une époque où j'avais déjà écrit 3 livres, et j'ai commencé, sans savoir exactement ce que c'était, par canaliser des présences qui se manifestaient à moi. Parce que je n'avais absolument aucune idée du phénomène. J'en avais bien entendu parler, ça se faisait un peu à l'époque, mais vous savez, c'était une époque où beaucoup de gens commençaient à s'intéresser à une spiritualité plus vaste, mais on savait pas trop où on allait. Alors pendant quelques mois, j'ai commencé à recevoir des messages de présence invisible, mais ces messages, je ne les entendais pas vraiment. Ces messages passaient par ma main. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement de l'écriture automatique. Et puis très très rapidement, des personnes ont été intéressées par ce qui se passait en moi et sont venues me rejoindre parce que les messages parlaient d'une recherche intérieure et parlaient également de thérapie. Et on s'est réunis comme ça avec ces personnes-là pendant à peu près 2 ou 3 mois, et ça a continué de cette façon-là, quelquefois 2 fois par semaine. Et ma main écrivait toute seule des informations par rapport à des attitudes thérapeutiques. Et un jour, ces présences lumineuses que je sentais mais que je ne voyais pas, n'ont plus du tout travaillé avec moi de la même façon. C'est-à-dire elles sont passées littéralement à travers moi, elles m'ont incorporé et ont parlé à travers ma voix. Et évidemment, ça a attiré davantage de monde et on s'est trouvé facilement, parfois jusqu'à 50 personnes autour de moi 2 fois par semaine. Moi, j'étais totalement en dehors de mon corps, ma présence n'était pas là, mais ma voix répercutait un certain nombre d'indications par rapport à un cheminement spirituel global, mais aussi par rapport toujours à des données d'ordre thérapeutique. Information thérapeutique Et d'ordre général sur le plan de la recherche spirituelle, sur les corps subtils, sur les niveaux de conscience, etc. Et au bout d'un temps très très court, eh bien, on s'est mis à essayer de pratiquer les gestes thérapeutiques dont l'information passait à travers ma bouche et qui, après avoir été enregistrés, étaient portés sur papier. Donc, il y avait 2 fois par semaine des réunions, on pourrait dire, véritablement thérapeutiques, où on mettait en pratique, avec donc un groupe de 20, 30, 40, quelquefois 50 personnes, toutes ces techniques thérapeutiques pour différentes pathologies. J'y dirigeais également des séances de lecture d'aura qui servaient d'entrée en matière aux soins qui étaient mis en pratique. Et ça a duré comme ça, je dirais, un petit peu plus d'une dizaine d'années, jusqu'à mon départ de France. Alors, au départ, c'était quelque chose, donc ça a toujours été en France quelque chose d'extrêmement informel, ces réunions. Si ce n'est qu'il est résulté de ces 10 ans de travail thérapeutique très très précis, de plus en plus précis, des données qui ont fini par faire une sorte de corpus assez important d'informations. Et je tiens à préciser qu'en dehors de ces informations qui m'étaient données par incorporation, je faisais également d'autres recherches dans ce qu'on appelle les annales akashiques, c'est-à-dire la mémoire de l'univers. L'analka, je connais pas ce mot. La mémoire akashique, c'est-à-dire que c'est une sorte de gigantesque disque dur qui est mis en place par la nature et qui enregistre
tout ce qui a été fait, dit, vécu dans le passé. Parce qu'il apparaissait très clairement que la nature des soins que j'avais transmis pendant ces dizaines d'années, eh bien, était d'origine égyptienne et essénienne, avant de se perdre dans la nuit des temps, en réalité. Alors, je vais peut-être faire une petite digression par rapport à ça. Je me suis rendu compte, eh bien, que effectivement, ces soins que je remettais un petit peu en vigueur dans le sud-ouest de la France, eh bien, ne pouvaient pas être datés dans le temps. Les présences qui passaient à travers moi m'ont fait savoir, eh bien, que c'était elles qui, venant d'autres plans de conscience, avaient déposé il y a des millions et des millions d'années cette somme d'informations thérapeutiques sur Terre par l'entremise d'un point que l'on appelle Shambhala. Je veux dire, de centaines de milliers en centaines de milliers, on va faire une histoire très courte, je vais pas entrer dans le détail. Cette somme d'informations aurait été à nouveau collectée par le pharaon Akhenaton, lequel aurait retransmis de façon souterraine plusieurs siècles plus tard à Moïse, qui lui-même l'a transmis au peuple hébreu. Je fais un résumé très très succinct, hein, c'est évident. Voilà. Et à partir du moment où cette somme d'informations a été confiée à, je dirais, une faction extrêmement discrète du peuple hébreu, eh bien c'est autour de ce corpus d'informations que s'est constitué ce que l'on a appelé la fraternité essénienne. Et ensuite, eh bien, après la disparition des Esséniens, c'est tombé dans une sorte de survivance souterraine et pratiquement dans l'oubli, jusqu'à maintenant, en fait. Et donc, lorsque j'ai quitté la France, il y a à peu près 25 ans, maintenant, c'était en 1996, en fin 96, pour moi, cet épisode-là de ma vie était terminé. J'avais remis à des amis là-bas sur place un ensemble de données thérapeutiques. Et puis, je suis même parti sans les retranscriptions écrites sur papier. En ayant assimilé toutes ces pratiques thérapeutiques, bien sûr, j'ai commencé à soigner des personnes au Canada, au Québec, puisque c'est en moi, ça faisait partie de moi. Et puis un jour, une vieille amie du sud-ouest de la France m'a envoyé un énorme paquet de feuilles toutes reliées, et elle me restituait en fait tous ces messages que j'avais reçus, dont moi je n'avais plus trace. Alors j'étais content, mais je me disais bon, c'était une période de ma vie, ça m'empêche pas de soigner, et j'ai rangé ça dans une armoire. Et quelques années plus tard, eh bien j'ai fait la connaissance de Marie-Joanne par tout un tas de circonstances. Bon, elle a organisé de mes conférences à Québec, etc. Bon, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Et dans la conversation, eh bien, j'ai commencé à lui parler de thérapie. Et elle me dit, mais moi aussi, je fais des choses comme ça. Et on s'est rendu compte, en fait, que l'on parlait exactement de la même chose et que nos façons de pratiquer, à part de petits détails, étaient véritablement similaires. Elle tenait ça d'elle-même dans ses profondeurs. Mais évidemment, elle en parlera mieux que moi. Il s'est passé encore un peu de temps, et puis cette convergence de centres d'intérêt nous a vraiment rapprochés, ce qui fait qu'on a fini par vivre ensemble. Et un jour, eh bien, en regardant dans une armoire, elle tombe sur ce fameux paquet de feuilles reliées, puis elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, oh, mais ça, c'est des vieux messages que j'ai reçus, et questions des soins, etc. Bon, c'est là comme ça. Et là, c'est comme si une mécanique s'était remise en marche et comme si nos deux vies se synchronisaient davantage. Et l'un et l'autre, nous avons été sollicités par ces présences de l'invisible qui ont recommencé non seulement à donner des messages, mais à nous faciliter l'entrée dans la mémoire du temps pour nourrir encore la somme d'informations qui avait été collectée. Et à un moment donné, eh bien, Marie-Joanne, c'est pas moi, parce que moi, je ne sais pas, enfin, j'étais pas porté vers ça, mais elle me dit, bon, là, on a quelque chose d'important maintenant. Il faut organiser des formations pour diffuser cela, parce qu'il y a un matériel qui est énorme. Beaucoup de personnes qui s'en servent en France, mais bon, ça n'a pas l'air d'être aussi complet du tout que ce que l'on fait. Alors, mettons sur pied une formation. Et elle a mis, je veux dire pas moi, elle a commencé à mettre sur pied des formations en France. Et au bout de, ça a duré une petite dizaine d'années, on a travaillé ensemble.
en France, à enseigner à raison de plusieurs sessions par an, de plusieurs journées. Et à un moment donné, il est devenu évident, qu'il fallait mettre ça à la disposition d'un plus grand nombre. Et c'est comme ça que le grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes, l'Atlas, l'Atalante, comme on dit en italien, l'Atlante est paru. Et évidemment, ça très rapidement, ça a essaimé dans plusieurs pays. Et voilà, quoi, on en est là. Et je vais maintenant laisser un peu de place à Marie-Joanne parce que après avoir fait le tour de la situation initiale, je pense qu'elle a des choses à dire aussi sur la façon dont elle capte les informations, les a toujours captées et donc tout cela a pris également la totalité de sa vie. Alors, Daniel a passablement dit l'aspect général de mon inclusion dans les thérapies, mais ce qu'il est important de savoir, c'est que moi, toute jeune, c'est-à-dire vers l'âge de 18 ans, 20 ans, je sentais que quelque chose se passait dans mes mains et qu'il fallait que je mette à... Approche-toi un peu de moi, on te voit pas. Mon et que quelqu'un me parlait, c'est-à-dire c'était comme une prise sur ma tête qui entrait par le coronal et qui venait en moi, c'est une canalisation et investissait mes mains comme des gants. Alors, j'ai commencé à soigner moi-même en recevant des gens comme ça chez moi, de la vingtaine à l'âge où j'ai rencontré Daniel finalement. Et c'est ça. Et je me suis rendu compte que cette canalisation que j'avais, elle s'appelait Jésus. Pour moi, étant donné que je ne connaissais pas les thérapies esséniennes égyptiennes comme telles, que je n'avais pas retrouvé encore toute la mémoire, pour moi, ça se résumait, je soigne par Jésus. Et ma foi, j'ai eu des résultats assez concluants sur mes capacités. Alors, en 2001, j'ai à la rencontre de Daniel, parce que je l'avais jamais vu physiquement dans cette vie, en tout cas, je l'avais jamais vu rencontrer physiquement. Et en organisant ces conférences, je me suis rendu compte que finalement, il y avait un lien très, très fort entre lui et moi. On parlait la même chose. Qu'on parlait la même langue et en exprimant la façon qu'on a pu se soigner, Daniel l'a dit tout à l'heure, on faisait les mêmes gestes. Mais c'était tout, je veux dire, c'était tout. On était simplement amis, parlant la même langue pendant 5 ans ou 6 ans encore. Ça s'arrêtait là. Et après, en 2006, nous nous sommes retrouvés d'une façon un peu plus intime, mais aussi par ces intelligences, ces êtres qu'on appelle nos frères, les Elohim, les Vénusiens, qui nous ont demandé de rallier nos forces pour mettre ces formations un petit peu et ces cours, ce cursus d'une façon un peu plus comment pourrais-je dire, structurée et de les transmettre à nouveau à notre façon. Et moi aussi, je fais à ma façon des visites dans les mémoires akashiques, dans les annales akashiques, et j'ai retrouvé une vie où j'étais une disciple proche du Christ, Marie Salomé, et par cette Marie Salomé, en incorporant son corps, comme par les annales akashiques, on va incorporer une âme, c'est-à-dire l'âme qui était autrefois la mienne il y a 2000 ans, j'ai retrouvé des symboles, des exercices, des enseignements encore plus pointus des thérapies. Et nous avons eu un cursus encore plus pointu. La vie antérieure, j'ai raté le nom. Marie Salomé, Shlomi. Marie Salomé, si. Donc, tout nous est revenu, Simon, Marie Salomé, tous ceux qui avaient été enseignés par le Christ à l'époque. Alors, on a pu comprendre tout ce qui nous arrivait finalement et nous tombait dessus pour pouvoir le mettre à la disposition, mettre tout ça à la disposition de le plus de monde possible. Mais bon,
on évoque des vies passées comme ça, mais c'est pas très important. Là, on en parle quand on se sent un petit peu en famille. Évidemment, même si on est 5000, quelque part, c'est une certaine famille. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas les vies. Voilà. Ce qui est important, c'est ce que nous essayons. C'est pas de dire, bon, nous avons été disciples du Christ il y a 2000 ans. Ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de faire passer le message du sacré à travers toutes ces thérapies. Et si je le dis maintenant, c'est pas pour nous mettre des glorioles au-dessus de la tête, mais plutôt pour expliquer pourquoi et comment, d'où sont venues ces thérapies, et si nous les avons carrément inventées ou si elles viennent vraiment des annales akashiques. Ce pourquoi nous avons vraiment voulu insister pendant les formations et pendant toute l'écriture de ce livre-là, je reprends ce que je venais de dire, c'est justement sur l'aspect sacré à la fois des soins et de la transmission. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Ça va chercher bien au-delà de l'ensemble des données techniques extrêmement précises que tout le monde peut trouver dans les formations et dans les livres. Notre livre ne dit pas c'est un ensemble de recettes, vous mettez vos mains comme ceci, comme cela, vous vous intériorisez et puis ça passe et puis ça guérit. Ça, ce serait des recettes. C'est absolument pas ça. L'aspect technique est extrêmement important, ça va de soi, sa précision, mais l'aspect le plus important, ça va être dans la conscientisation de ce qui se passe, dans l'union avec le divin. C'est pour ça que le livre est un instrument extrêmement précieux, mais si on n'arrive pas à lire entre les lignes des informations qui sont là, on passe à côté des choses. Et c'est la raison pour laquelle je crois les formations sont absolument indispensables. Je donne ici, par exemple, une image d'une page dans laquelle on voit véritablement la précision de certains dessins et quelquefois leur complexité aussi. Donc ça, c'est une chose. Et c'est une chose avec laquelle il faut être extrêmement à l'aise. C'est pas un livre qu'on peut lire comme ça puis dire je passe à la recette suivante. C'est clair. C'est un livre qui doit aussi enseigner autant que c'est possible de l'enseigner, de comprendre ce que c'est qui passe à travers le thérapeute. Quelle est l'énergie de guérison? Quelle est la nature de l'énergie de guérison? Ça, c'est extrêmement important. Et il y a quelque chose, je crois, Marie-Joanne aime bien parler de ça parce qu'elle l'incarne magnifiquement, c'est le travail triangulaire. Dans nos pratiques en cours, en formation, je demande aux élèves de faire l'effort le plus possible d'être assis au sol en travaillant sur une natte parce que je trouve que la posture de la colonne vertébrale bien droite avec le coccyx au sol et le rapprochement avec celui qui se fait soigner, qui est très près de nous, permet une connexion encore plus intense entre le ciel qui nous soutient toujours et la terre. On installe alors une espèce de pyramide entre le ciel, le thérapeute et le patient. Et la terre ou le patient, j'ai perdu. Et le patient en dernier. Oui. C'est une énergie qui circule constamment de façon triangulaire, trinitaire, disons, pour faire circuler la lumière. Il y a plusieurs soins d'ailleurs qui circulent en passant par le corps du thérapeute, à travers le corps du patient, repasse par le cœur et rejoint le ciel ou est replacé en terre ou par le feu, par la purification. Et voilà, si nous ne sommes pas dans notre corps, si nous n'avons pas l'âme pure et toute la compassion nécessaire pour être bien connecté avec le ciel, on peut pas laisser passer cette technique d'une façon mécanique. Il faut vraiment avoir une prière intérieure. Nous ne sommes qu'un outil de transmission. Une des tâches, je crois, les plus importantes que nous avons à transmettre à nos élèves, c'est la nécessité de travailler avec une énergie qui est de nature triple. Au-delà de cette notion de triangle dont a parlé Marie-Joanne.
Il y a trois types d'énergie qui sont susceptibles d'apporter la guérison et qui doivent fusionner en une seule. Il y a tout d'abord l'énergie éthérique, qui est l'énergie, je dirais, vitale, basique, que l'on peut transmettre et qui est absolument bénéfique. Mais au sein de cette énergie éthérique, il y a une autre énergie qui est beaucoup plus subtile et qu'on appelle le prana. Et ce prana est constitué de grains de vie qui, eux, sont excessivement actifs et qui multiplient l'impact que peut avoir l'énergie éthérique. Et le but, je veux dire, ultime de ce que nous essayons de développer chez nos élèves ou chez ceux qui prennent connaissance de notre méthode de travail, c'est d'inviter une troisième forme d'énergie au-delà de l'énergie éthérique et au-delà de l'énergie du prana. Et cette énergie-là, on l'appelle justement l'énergie de l'akasha. C'est véritablement le liquide amniotique, pourrait-on dire, dans lequel l'ensemble de l'univers baigne. C'est comparable au liquide amniotique. Alors, plus évidemment le thérapeute est imprégné de la conscience du sacré, plus il va inviter le prana au sein de l'éthérique, et plus il va inviter d'akasha au sein du prana. Plus l'éthérique est imprégné de prana, jusqu'à le saturer, et plus l'akasha, ou l'énergie akashique, comme on veut, imprégnera le prana. Voilà. Donc, la différence, en fait, quand on comprend bien ça, cette façon de s'immerger dans l'onde divine du sacré, ça peut faire comprendre la différence qu'il y a entre un thérapeute et un thaumaturge, par exemple. Le thaumaturge, c'est le mystique qui réussit simplement, comme le faisait le Christ, à apporter la guérison chez quelqu'un en l'approchant ou en posant la main dessus. Alors, évidemment, on n'apprend pas quelqu'un à être thaumaturge, c'est clair. Mais on peut enseigner le sens du sacré, du moins jusqu'à un certain point. Et je crois que plus on se met en prière et vraiment que nous sommes dans notre cœur bien centrés avec le divin, plus nous approchons cette marge du thaumaturge, c'est-à-dire que nos vibrations deviennent tellement plus hautes au point où nous atteignons une espèce de corde sensible qui est très, 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 très délicate et qui agit dans, par exemple, une guérison spontanée. C'est un état de grâce. Et c'est rare. Et il y en a eu. Mais c'est tellement difficile à obtenir ce niveau de qualité d'altitude et de vibration en soins que ça peut pas arriver à chaque fois où tous ne sont pas destinés à guérir, quoi. Et au-delà de cette prise de conscience qui modifie notre taux vibratoire, non seulement dans les soins mais dans la vie, eh bien, les techniques très précises servent de méthode de focalisation de l'onde de guérison. Et lorsque nous parlons, par exemple, d'énergie de guérison sur le plan universel et que nous faisons référence au Christ, nous faisons référence au Christ, non pas de la religion chrétienne, mais au Christ universel. C'est-à-dire au courant, au courant de vie universel sacré qui est en perpétuelle circulation dans l'univers. Pour nous, c'est cela le courant christique. Il n'est pas relié à une religion. Et cela n'exclut pas, bien sûr, le fait que le Maître Jésus, il y a 2000 ans, l'est totalement incarné et que nous nous référions régulièrement dans nos livres, bien sûr. Peut-être que ça pourrait être le moment des questions, de laisser la parole à nos auditeurs, à nos participants. Merci, je vous ai écouté, c'était vraiment illuminant et merci pour cette opportunité que vous avez donnée au public aujourd'hui. Merci, mais je tiens à dire que on ne peut en fait que dans les généralités parce que il y a une telle multitude d'informations qui nous a été données que on peut pas entrer dans une. Vous savez, il y a des soins, les nuances, beaucoup de nuances dans les soins, des soins globaux, des soins de préparation, des soins de travail sur soi, des soins pour des pathologies spécifiques, etc. On peut pas aborder tout ça ici comme ça, c'est clair. Je montre un dernier exemple également. Un ultimo esempio. C'est difficile. Non, là, voilà. On a quelquefois passé des heures et des heures à préparer un seul petit dessin. Et ensuite, les mettre à un dessin.
En lisant les questions, je voyais que ce que vous nous avez transmis nous amène à nous reporter plus vers le centre de nous-mêmes, à nous recentrer. Totalement, oui. Il est certain que parmi les personnes qui étudient notre livre ou celles qui suivent les formations, tout le monde n'est pas destiné à devenir des thérapeutes. C'est bien clair. Même si on a envie, on est plus ou moins, je veux dire, transmetteur de cette capacité-là. Par contre, beaucoup de gens nous disent, c'est un livre qui pour nous est important dans notre vie parce que ça nous permet de faire un gros travail sur nous-mêmes, de compréhension de ce qu'est l'énergie de vie, de ce qu'est le sacré de l'univers. Et de tous mes compliments, vous êtes un très beau couple. Hein. Oh, merci. Tous ceux qui achèteront le livre là en ce moment recevront un cadeau absolument extraordinaire. Hein. Oui, bien, oui. C'est un texte que nous avons rédigé et qui essaie de faire le tour le plus complet possible de l'origine première de ces thérapies qu'on appelle aujourd'hui esséniennes et égyptiennes, c'est-à-dire en remontant dans le temps au-delà des centaines de milliers d'années, en passant par la fraternité de Shambhala. On a essayé de synthétiser vraiment tout cet itinéraire, quelque chose que personnellement, moi, je n'ai jamais mis en détail comme ça dans un livre. Une chose que nous n'avons pas précisé, c'est que il est certain qu'avec un simple livre sur 3 ans, 4 ans de formation, on ne peut pas atteindre le niveau de thérapeute dont nous parlions il y a quelques instants, c'est-à-dire les marches supérieures de la thérapie. Ce sont des techniques de base, des approches de base, et après, il y a quelque chose qui monte en nous et qui fait que nous devenons des thérapeutes. Un peu plus proche de Valérie Club. À un moment donné, d'ailleurs, du travail, on est amené à appeler l'énergie de ce que nous appelons les archétypes. Et les archétypes, ce sont vraiment des symboles au-delà du symbole, c'est-à-dire des symboles hyper sacrés qui nous mettent en contact avec les éléments fondateurs de notre univers. Est-ce que vous pouvez redire ce qu'est ce cadeau pour les participants, le PDF qui... Oui, c'est un texte de 7 ou 8 pages, je crois, je ne sais plus exactement, qui retrace tout l'historique de la remise de ces informations, du dépôt de ces informations sur Terre, depuis l'introduction des Elohim dans notre monde par l'intermédiaire de Shambhala et son passage par les différentes civilisations lémuriennes, atlantes, égyptiennes, esséniennes et jusqu'à maintenant. On va rester quelques minutes de plus pour faire les questions parce qu'il est déjà 9h30. C'est OK pour vous? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'a pas vu le temps passer. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention le chapitre 10 qui est le traitement pour les femmes, qui est très intéressant. Sur quel niveau en particulier les thérapies esséniennes, sur quel niveau en particulier elles agissent? La question n'est pas finie. Éthérique, astral, causal et spirituel. Disons qu'une thérapie qui est bien faite et bien reçue, parce qu'il faut pas simplement savoir offrir une vraie et bonne thérapie, mais il faut aussi que la personne qui la reçoit soit suffisamment ouverte à cela. Hein, c'est des deux côtés que ça se passe. Disons que le premier niveau, le niveau éthérique, ce sera le niveau d'un thérapeute qui travaille d'une façon relativement basique, technique. Mais disons qu'une thérapie de ce type qui est vraiment bien donnée et bien reçue, on peut dire ça comme ça, va aller travailler au moins sur le niveau mental. Et ensuite, eh bien, si le causal véritablement est touché, est interpellé, il est évident que ça a une répercussion immédiate sur le niveau spirituel. Ce ne sont pas des soins qui sont destinés à travailler en surface. Voilà. Et celui qui donne, eh bien, généralement, et tous les thérapeutes le diront, et même les apprentis, même les élèves et les apprentis thérapeutes, eh bien, le diront tous, ils reçoivent autant que ce qu'ils sont censés. C'est possible de faire un exemple de thérapie appliquée à une pathologie physique ou psychologique? Mais tout est toujours lié. Je veux dire, en général, quand il y a une pathologie physique, à moins que ce soit des choses extrêmement basiques,
Il y a une origine subtile. C'est peut être une origine. La plupart du temps, ce sont des origines émotionnelles, ou des origines aussi d'ordre mental, c'est-à-dire des formes pensées qui viennent parasiter l'être à un moment donné. Donc, on peut très facilement imaginer que la plus simple des thérapies oblige les corps subtils à travailler et doit toucher ces corps subtils. Quelquefois, une personne vient nous voir pour tel ou tel symptôme, et puis c'est pas du tout ça qui va ressortir dans le soin ou dans la zone qui va être soignée. Le mal, quelquefois, c'est le rebondissement d'un problème qui se situe ailleurs dans l'être. On peut guérir de maladies physiques avec ces techniques? Bien sûr. Bien sûr. Assolutamente sì. Attention, nous n'avons pas dit que nous faisons des miracles, hein. Quelquefois des choses absolument spectaculaires qui se passent. Mais le but, c'est bien sûr de guérir ou d'amoindrir des problèmes d'ordre physique. C'est évident. Mais ce qui se passera obligatoirement, de toute façon, c'est une transformation sur le plan subtil, laquelle, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois après, va amener une guérison assez spectaculaire du physique. D'ailleurs, dans nos cours, nous avons eu des étudiants qui avaient le cancer en phase 3, 4, finalement assez avancée, et qui même avec une chimio en parallèle, parce que on n'encourage jamais les gens à laisser leurs soins allopathiques, mais à travailler en parallèle avec ce que nous faisons, d'être complètement guéris au bout de la 3e année de formation et entrer en rémission, et ils sont toujours en rémission. Ça, des gens pourraient le témoigner, et d'autres gens que nous avons traités aussi à distance, qui ont été guéris spontanément. Il est certain que, je le répète encore pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on fait pas de miracles, ce ne sont pas des techniques qui font des miracles, et nous encourageons toutes les personnes qui ont un problème physique à continuer à se faire suivre de façon médicale. Il ne s'agit pas d'établir une scission entre la médecine officielle de notre époque et ce que nous proposons là. Il faut aussi reconnaître qu'il y a pour certains cas, on n'arrive pas à avoir un résultat satisfaisant. Mais je crois que c'est dans toutes les thérapies comme ça au monde. Parfois, il faut qu'un patient apprenne à vivre avec un trouble, parce que aussi ça fait partie de son cheminement. Et là, ça nous ramène au karma. Comment on peut comprendre si on peut être apte à pratiquer ces thérapies? Je crois que c'est quelque chose qui se ressent intérieurement. Il y a des gens qui ont l'impression, on l'a vu un certain nombre de fois en cours, qui ont l'impression qu'ils vont faire de bons thérapeutes parce que ils sont attirés par ça, parce que entre guillemets ça les intéresse. Et puis à l'épreuve des exercices, ces personnes-là se rendent compte qu'elles sont pas faites pour ça, qu'elles n'arrivent pas à entrer intérieurement dans la dimension qui est nécessaire. Et vous avez aussi le cas de personnes qui disaient moi j'arriverai à rien, mais au moins je veux voir, et puis qui finalement découvraient des choses d'elles-mêmes et de leur propre capacité. Et dans ce cas-là, c'est absolument extraordinaire. La seule chose qui est importante, c'est d'être vrai avec soi-même. C'est d'être capable de dire au bout d'une session ou deux, sur un cursus de 3 ou 4 ans, finalement, c'est pas fait pour moi. Ou alors exactement le contraire. Je croyais que j'étais pas bon pour ça, puis finalement, il y a tout un univers qui se révèle en moi. Et parfois, nous avons eu des surprises d'élèves, de thérapeutes, d'élèves thérapeutes qui n'étaient pas du tout, ne semblaient pas avoir des prédispositions pour être capables d'apprendre. Et finalement, il s'est passé une espèce de miracle. En 2e année, ils sont devenus bons, et en 3e année, encore meilleurs. Donc, d'un autre côté, il ne faut pas désespérer. Il y a des déclics. Ce qui est important aussi, c'est de trouver un thérapeute qui nous convient et un enseignant. Je voulais dire un enseignant. Ce ne sont pas des cours doctoraux qui sont donnés, c'est pratique. Et quand un groupe commence à travailler ensemble, il faut que ça constitue une véritable famille. Je voudrais faire une petite parenthèse à ce propos qui me semble importante. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent en ce moment qui vont nous dire, quand est-ce que vous faites une session? Et là, je dirais que ça fait quelques années que Marie-Joanne et nous avons arrêté personnellement. On a fait 12 ans. On a fait ça pendant 12 ans. Par contre, nous avons formé
des thérapeutes qui sont devenus enseignants. Ce qui fait que le flambeau a été passé en France, en Italie, en Espagne, jusqu'à présent. Les États-Unis, ça semble se mettre en place, et peut-être en Allemagne, c'est pas exclu. Mais donc il y a des sessions de formation, des thérapeutes et des formateurs dans ces pays-là présents. Je pense quand même qu'il est important que je signale quelque chose. Le fait d'enseigner, c'est aussi une mise à l'épreuve de l'ego. Et nous sommes obligés de signaler que de temps en temps, il s'est manifesté des personnes en qui nous avions confiance, et bien qu'il y avait certains débordements égotiques dans leur façon d'enseigner. Quand vous choisissez un enseignant, c'est-à-dire toute une série de formations sur plusieurs années, essayez de vous informer sur la qualité de cet enseignant. C'est difficile à dire, hein, mais il nous faut le signaler quand même parce que la plupart du temps, nous voudrions que tous les enseignants soient des gens extraordinaires. Et puis de temps en temps, eh bien, comme je disais, il y a des enseignants qui récupèrent un certain nombre de choses, qui y ajoutent leur propre façon de voir les choses, qui débordent avec des fioritures et qui fait qu'au bout du compte, eh bien, l'éthique globale ou le contenu global est alimenté par d'autres notions. Et ça finit par faire un amalgame. C'est pour ça que nous avons créé, il y a 2 ou 3 ans, un institut qui a son siège en France, qui s'appelle l'ITTEE, voilà, qui demande aux enseignants ou aux élèves enseignants de signer une charte éthique, de façon à ce que ce qui est enseigné, eh bien, soit véritablement ce qui a été transmis par les Elohim, et que cela ne soit pas, je dirais entre guillemets, pollué, le terme était un peu fort, mais contaminé par des notions reliées à des égos. Alors, pour savoir si on se sent, je veux dire, quand il faut faire le choix d'un enseignant, eh bien, on conseille simplement, eh bien, d'aller consulter le site internet de l'ITTEE. Il y aura tout à l'heure, je crois, la petite annonce qui viendra sur l'écran. C'est un site qui est en 4 langues, je crois, qui est www.essénien.com. Et là, il y a une page pour l'Italie, une page pour la France, une page pour l'Espagne, et puis il va y avoir très bientôt Canada, Québec, évidemment, mais en français au Québec. Puis il y aura éventuellement une page pour les États-Unis qui est en train de se mettre en place. Je crois que ça me semble important, et je suis désolé devoir faire cette mise au point-là, mais c'est important, je crois, de savoir à qui on se confie et de s'adresser à nous en disant mais comment ça se fait que ci, comment ça se fait que ça, etc. Effectivement, il y a beaucoup de questions ou quand vous allez faire des cours, qu'est-ce que vous allez faire, quels sont vos projets. Donc, on renvoie tout à l'heure lorsqu'on mettra le lien. Oui, on renvoie au site et puis voilà. Et si jamais quelqu'un se pose vraiment des questions dans son cursus d'études, eh bien, tout simplement, il peut écrire à l'une des adresses qui s'afficheront sur le. Finalement, je voulais juste ajouter que les thérapeutes et les enseignants qui sont référés sur le site www.essénien.com sont les thérapeutes et les praticiens que nous avons reçus et que nous autorisons à continuer à enseigner à notre méthode. Voilà, les sites sont bien retranscrits. Et c'est bien vos pages des réseaux sociaux? Oui, merci beaucoup. Grazie. Et je tiens à dire que tout ce travail là dont on parle, c'est vraiment un travail d'amour et de respect de la vie, de respect de l'être humain. C'est pour ça que il faut pas salir ça. C'est comme partout, nous sommes fragiles par rapport à toutes ces énergies qui viennent vers nous maintenant, mais essayons d'être les plus honnêtes et les plus simples possible. Et pour l'Italie, je suis allée voir et il y a Padova et Turin, Padoue et Turin comme ville, Oui, c'est essentiellement pour le moment. C'est pour le moment, c'est essentiellement centré de cette façon-là. Voilà, comme c'est la slide de fin, mais comme la question se posait maintenant et qu'il y avait beaucoup de questions aussi parmi les personnes, ils l'ont mise maintenant.
On a dépassé énormément le temps. Et est-ce que là, en posant des questions, on peut avoir des petites réponses toutes petites pour répondre au plus de personnes possible? Oui, oui, on va faire ça. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par pur de cœur ou de cœur pur? C'est-à-dire sans arrière-pensée, spontané, sans arrière-pensée, vrai. Le meilleur de soi, le meilleur qu'on puisse offrir. Comment je peux pratiquer les thérapies esséniennes pour le deuil, pour vivre un deuil? Il y a des, comment dire, entre guillemets, des pathologies ou des états de conscience qui font l'objet de soins particuliers. C'est très bien défini dans le livre. Les états dépressifs, les états où on perd confiance en soi, où on sait plus où on en est, où on a même des symptômes physiques suite à des chocs émotionnels, etc. Il y a tout ça. Est-ce que on peut utiliser les thérapies esséniennes sur les animaux et est-ce que vous l'enseignez? On ne l'enseigne pas. On ne l'enseigne pas parce que on n'en sortirait plus. Mais Non insegniamo più. il est certain que les animaux sont très sensibles à ça. De nombreuses personnes que nous avons enseignées et nous-mêmes, nous l'avons remarqué sur nos propres animaux. Et les animaux sont extrêmement réceptifs. Je peux ajouter une chose aussi, c'est que moi, il m'est très souvent arrivé quand les patients, ça n'a disposé pas les patients, quand ils n'avaient pas d'allergie, de soigner avec mon animal à côté de moi. J'ai beaucoup fait avec un chien, je l'ai un peu fait avec un chat aussi, mais surtout avec un chien. Le chien, à chaque fois que j'entrais dans une salle de soins, voulait absolument suivre et se coller contre le patient. Et il se produisait des petits miracles. L'animal ressent la présence du sacré, que l'on appelle. Est-ce qu'avec le livre, on peut appliquer de façon efficace les thérapies ou est-ce que c'est un support pour les cours? C'est un support pour les cours. C'est la base du travail des cours. Sans travailler avec d'autres, sans étudier, on peut pas prendre, une technique de soin comme une recette, l'appliquer chez soi, puis ne rien avoir travaillé du tout antérieurement, ça fonctionnera pas. Ça demande une démarche. On peut pas prendre un soin et puis, paf, l'appliquer sur quelqu'un comme ça, si on n'a pas suivi sérieusement tout un cursus. Si on ne suit pas des cours, le livre sera au moins un instrument de travail sur soi, travail qu'on peut faire avec un ami ou un parent, par exemple. Mais ne jamais considérer une technique comme une recette. C'est une question que beaucoup de personnes ont posée. Quand sera le prochain cours des thérapies esséniennes et égyptiennes en Italie? On veut vous voir. Moi, peut-être Marie-Joanne, moi, j'ai pas en tête le calendrier que les thérapeutes que nous soutenons actuellement mettent au point, d'autant plus qu'avec cette fameuse pandémie, tout a été un peu chamboulé. Mais il vous suffit de vous rendre sur leur page, sur leur site, puis vous aurez toutes les informations. Maintenant, il n'est pas exclu qu'un jour ou l'autre, lorsqu'on pourra circuler librement, nous venions pas dire un petit bonjour dans une session. Nous l'avons déjà fait en Espagne, par exemple. Bon, ça peut se refaire. La dernière question qui me plaît. Avant une thérapie, combien de temps vous passez pour la préparation personnelle? En général, pas mal de temps. C'est variable, évidemment, quelquefois en fonction de la disponibilité que l'on a, mais Marie-Joanne, elle va facilement s'isoler, se mettre à l'écart 1 heure et demie avant une thérapie. Moi, c'est à peu près la même chose aussi. Si je reçois quelqu'un, je le fais pratiquement plus maintenant parce que je n'ai plus vraiment le temps. Mais je sais que si je reçois quelqu'un 1 ou 2 fois par jour, eh bien, toute ma journée va être centrée sur ces 2 personnes-là. C'est l'idéal.
dans la pratique, ça peut pas toujours se faire, c'est évident. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être dans un état d'esprit particulier et qu'on ne peut pas travailler à la chaîne. Et Marie-Joanne, comme moi, il est certain que quand on reçoit quelqu'un, eh bien, ça va être 1h30, 2 heures au moins. N'en déduisez pas que ceux qui font pas ça comme ça sont pas bons, hein, surtout. Simplement, notre idéal, notre façon de faire à nous, notre idéal à nous. Mais il y a des gens, évidemment, qui vont peut-être plus vite que d'autres. Mais après, il y a la chimie ou l'alchimie qui se passe entre le patient et le thérapeute. Et ça, c'est plus important que tout. Sincèrement, moi, je crois que, étant donné que je prends 1 heure et demie à préparer la salle, encenser, prier, faire un espèce de cocooning avec la musique et me connecter, et que je donne un soin d'1 heure et demie, 2 heures, j'imagine que dans le maximum de mes capacités, je peux faire un soin le matin et un soin après-midi. Je me verrais pas passer à la chaîne comme ça. De toute façon, on donne beaucoup de soi. On reçoit d'en haut, mais on donne beaucoup de nous-mêmes. Donc, c'est pas un travail à la chaîne. Et il y a une chose encore qu'a souligné Marie-Joanne, c'est la préparation du lieu, c'est-à-dire que le lieu dans lequel on travaille doit être considéré comme un sanctuaire et un espace sacré. On peut pas faire ça comme ça sur un coin de table de cuisine ou en débarrassant une table de salle à dîner. On se comprend, hein, parce qu'on l'a vu faire. C'est une question de respect pour la présence vibratoire que l'on appelle. Merci beaucoup pour ce webinaire, pour tout ce que vous avez apporté, pour toute votre contribution pour cette soirée. Merci aussi et merci à toutes les deux parce que moi, Marianne, tu fais un travail de traduction magnifique et puis je sais que c'est toi qui as tout préparé aussi avec les techniciens qui sont tout autour. Il y a du monde qui est là et donc merci à vous tous et merci à tout le staff. Nos 5000 participants. C'est une belle soirée et une belle après-midi pour nous. Merci.